Alors, juste une mise en garde avant de débuter. CCG ne donne aucune garantie d'exactitude ou de fiabilité et ne peut en aucun cas, l'information ni ce que tous les titres, par exemple, ne peuvent être tenus responsables en cas de réclamation découlant d'erreurs et d'omissions. Alors, aujourd'hui, je me présente, Jean Paquet, je serai votre hôte pour aujourd'hui et à mes côtés, j'ai l'expert, M. Alex Jordan, qui est notre gestionnaire expert en réglementation environnementale. Bonjour, Alex. Bonjour, Jean. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bienvenue. Ce webinaire est enregistré pour des fins de qualité et d'archivage et durera environ 30 minutes avec une période de questions à la fin qui sera de l'ordre de 5 à 10 minutes. Vous pouvez soumettre vos questions en tout temps durant la présentation. Nous allons essayer d'y répondre, mais vu au fait qu'on a beaucoup de gens là, qui sont enregistrés aujourd'hui sur le webinaire, c'est possible qu'on n'ait pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais soyez rassurés, on va vous faire parvenir un compte-rendu incluant les réponses de ces questions à la fin du webinaire d'ici soit quelques heures suivant le webinaire ou au plus tard demain matin. Donc, avec le nouvel accord de partenariat commercial entre l'Union européenne et le Canada, qui a été signé en début d'année, il y a, comme bien entendu, de nombreuses opportunités pour les organisations qui sont mises à la disposition des fabricants et puis des entreprises canadiennes. C'est dans le contenu ou dans la présentation d'aujourd'hui, on va naturellement avoir une introduction de la part d'Alex. On va aussi parler de c'est quoi au juste l'échange, le libre-échange AECG et ça bénéficie à qui, mais principalement, Alex va se centrer sur les législations environnementales applicables aux exportateurs canadiens, aussi en identifiant quelques exemples de défis que les exportateurs canadiens pourraient rencontrer et naturellement les dernières nouvelles sur le plan réglementaire ainsi que les meilleures pratiques. Alors, juste brièvement, CCG accompagne les entreprises dans la conformité, la gestion de risque, et puis elle fait avec un focus, si on veut, sur la gestion des gaz à effet de serre. On va dans les secteurs industriels, manufacturiers, électroniques, l'aérospatial, l'industrie et le chimique. On est basé ici au Québec, à Montréal, mais on travaille de l'Ontario aussi, et puis on touche quelque peu des entreprises en Europe naturellement et aussi aux États-Unis. On a un réseau de partenaires assez important et naturellement, en plus de la conformité, on a beaucoup d'autres services, entre autres la conformité gestion de risque pour le cap and trade. On a aussi des services d'émission GES, des services d'adaptation pour les municipalités et les villes, avec les grands problèmes de changement climatique que ces dernières font face aujourd'hui, et aussi l'aspect de l'efficacité énergétique qui est de plus en plus en demande dans les entreprises. Sans plus tarder, passons directement à la prochaine diapo. Voilà, l'obligation réglementaire à la gestion des risques. Je vais laisser la parole à notre collègue expert, M. Alex Jordan, vous expliquer plus en détail la présentation. Merci, Alex. Merci, Jean. Je suis ravi d'être là et puis de pouvoir être là avec autant aussi de personnes de l'autre côté de l'écran. Donc, cette slide, ces diapos, c'est vraiment pour faire une petite introduction sur la portée de notre présentation. Pour ça, j'aimerais mettre en perspective deux concepts différents. D'un côté, l'obligation réglementaire et de l'autre côté, la gestion de risque. Donc, pour expliciter ça, en fait, quand on parle d'obligation réglementaire, de loi, en fait, on passe assez rapidement au département légal de l'entreprise, avec lesquels on peut, par exemple, évaluer si la réglementation s'applique à l'entreprise ou évaluer les conséquences légales de la non-conformité, ou encore, dans une peut-être moindre mesure, anticiper l'évolution de la réglementation dans le temps. Mais souvent, la portée du travail avec le département légal s'en tient à ces choses-là.
Par contre, quand on va plus loin, pour aller plus loin, on rentre dans la gestion de risque. C'est là où on va pouvoir effectivement évaluer l'exposition globale de l'entreprise par rapport à une réglementation, décider s'il faut contacter des fournisseurs ou des clients pour gérer ces risques réglementaires, ou décider, par exemple, comment assurer la traçabilité d'un certain nombre d'informations qui sont importantes, ou encore, dernièrement, définir les rôles et responsabilités au sein de la compagnie pour être proactif dans le futur. Donc, le webinaire d'aujourd'hui vraiment concerne cette vue plus globale de la gestion de risque quand on parle des réglementations environnementales. Voilà, sans plus attendre, on rentrera pour discuter de l'accord économique, commercial et global, donc le AECG, qui a été signé en début d'année, il a été entériné au début d'année par le Parlement européen, et son entrée provisoire en vigueur est attendue ce printemps, donc printemps 2017, avec une entrée complète après ratification par chacun des 28 pays de l'Europe et par le Canada. En quoi consiste l'accord lui-même? Il consiste premièrement dans la facilitation du commerce et des formalités douanières, et ça facilite aussi l'accès au marché public européen. C'était des marchés qui n'étaient pas disponibles avant aux exportateurs canadiens. Et plus globalement et plus intéressant, c'est que ça élimine les droits de douane européennes pour 99% des produits canadiens. Ceci inclut, par exemple, les équipements de télécommunications, les équipements industriels, les substances chimiques et plastiques, et donc avec quelques exceptions, quasiment la totalité des biens manufacturés. Donc, en conclusion, l'accord de libre-échange sera bénéfique pour les exportateurs canadiens de substances chimiques, plastiques, équipements industriels et télécommunications. Par contre, comme on va voir dans les slides qui suivent, il y a un certain nombre de choses à garder en tête lorsque on fait affaire sur le marché européen. La première chose à garder en tête, c'est que l'Europe s'est dotée ces dernières 10 années d'un grand nombre de réglementations environnementales qui sont à bien des égards différentes et des fois plus contraignantes que les réglementations canadiennes. Pour citer quelques-unes des plus importantes, je vais parler de RoHS et RoHS qui s'applique à l'équipement électronique, généralement à l'équipement électronique. On parle aussi de REACH, qui est la réglementation qui s'applique sur le plus grand nombre de produits, qui vise l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction de substances chimiques. Et plus récemment, on parle de la réglementation sur les biocides, qui, elle, va viser des substances avec des propriétés particulières qu'on met d'habitude, par exemple, pour empêcher les moisissures de prendre place ou pour tuer des organismes biologiques. Bien sûr, cette liste, elle est juste donnée à titre indicatif, et il y a un plus grand nombre de réglementations ou des requis détaillés. Ceci, à cause de la limite du temps, bien sûr, on n'est pas allé voir tout ça. Par la suite, j'aimerais vous expliquer, qu'on explore un peu ensemble comment ces exigences environnementales européennes peuvent impacter en fait les exportateurs canadiens. Donc, imaginons qu'on produit un équipement au Canada, on va respecter l'ensemble des requis, bien entendu, environnementaux ici au Canada, et on s'apprête à l'exporter. Alors, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent s'appliquer. Certaines réglementations, comme par exemple le RoHS, ont comme requis, les requis de certaines réglementations, s'appliquent directement aux manufacturiers d'équipements ou de biens. Donc, cela veut dire que malgré le fait qu'on les produit au Canada, un équipement qui n'est pas conforme avec RoHS ne peut pas être vendu en Europe. Et si jamais on a de la non-conformité,
les autorités européennes vont intenter des procédures contre le manufacturier canadien directement. D'autres cas de figure, c'est par exemple lorsque vos clients reçoivent des biens qui sont peut-être pas conformes, et dans ces cas-là, ils vont vouloir discuter avec vous pour remédier le problème, ou alors, s'ils veulent être proactifs, ils vont vous demander du support en fait pour s'assurer de la conformité de leurs produits. Un autre cas de figure que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises, c'est de plus en plus d'appels d'offres ont des conditions spécifiques à l'environnement au sein de l'appel d'offres. Les clients potentiels, ils veulent savoir que la conformité, elle sera faite dès le début avec l'ensemble des règlements européens applicables. Et dernièrement, peut-être quelque chose qui est un peu plus émergent, mais clairement, on va voir un peu plus tard, d'actualité, c'est le contrôle aux frontières. Certains des pays de l'Union européenne exigent des preuves de conformité à la frontière, en fait, lorsqu'on reçoit des produits là-bas. Donc, en conclusion, les exportateurs canadiens sont confrontés à une panoplie de risques liés aux règlements environnementaux. Pour voir un peu plus en détail, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, on prend un pot de peinture, c'est quelque chose qui concerne notamment les fabricants et exportateurs de substances chimiques. Je sais que c'est pas parmi vous, c'est pas la totalité des gens qui sont au téléphone. On va voir des exemples pour d'autres catégories aussi. Donc, dans ces catégories de manufacturiers exportateurs de substances chimiques, on peut avoir plusieurs problématiques. Par exemple, le fait que les fiches de sécurité ne sont pas conformes à la réglementation REACH. Il peut y avoir aussi des substances qui sont, malgré le fait qu'elles sont conformes au Canada, elles ne sont par contre pas conformes en Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent parce que la réglementation européenne évolue d'une manière plus rapide et dans des directions différentes des fois de la réglementation canadienne sur ce plan-là. Il peut y avoir aussi des problématiques d'emballage non conformes, par exemple des mauvais pictogrammes. Et dernièrement, certaines substances de la formulation de peinture sont peut-être à risque d'être restreintes dans le futur. En effet, en Europe, on fait des échéanciers de restrictions sur plusieurs années. Et bien qu'on peut le savoir d'avance quand la substance sera restreinte, beaucoup d'acteurs sur le marché ne sont pas au courant de ces échéanciers-là. Donc, en conclusion, bien que conformes au Canada, certains exportateurs vers l'Union européenne peuvent faire face à de nouveaux risques à cause de ces problématiques-là. Un autre exemple que nous avons rencontré, qui est peut-être moins évident, c'est lorsqu'on est un manufacturier de biens, d'équipements, voire des avions, des voitures. Dans ces cas-là, en fait, c'est un tout petit peu plus complexe et plus contre-intuitif. C'est pour ça qu'on a choisi cet exemple-là. Déjà, il faut savoir que les règlements européens concernent à la fois les équipements eux-mêmes, mais aussi les emballages dans lesquels ces équipements, par exemple, sont livrés pour installation en Europe. Vous avez ici comme une image de l'équipement et une autre image d'un emballage qui des fois est utilisé en industrie. Donc, c'est vraiment une nouveauté par rapport au Canada. Ensuite, il y a aussi le genre de situation qu'on peut rencontrer, c'est peut-être la plus grave, c'est que des substances non conformes en Europe pourraient se trouver dans des sous-composants des produits ou dans l'emballage lui-même. Donc, il faut savoir qu'en Europe, on regarde un produit complexe comme un équipement, que ce soit industriel, électronique ou d'autres types, on le voit comme une assemblée de petits
petits produits individuels. Et la réglementation s'applique sur chacun de ces petits produits qui sont les sous-composants. C'est vraiment là aussi une nouveauté par rapport à la façon dont la réglementation canadienne s'applique au bien. Un deuxième cas, c'est on parle des devoirs de déclaration. En Europe, on a des devoirs à déclarer certaines substances qu'on appelle les substances sur la liste des candidats. Ces substances-là, elles doivent être déclarées lorsqu'elles sont, elles sont présentes dans une quantité plus grande que 0,1% par rapport au poids. Et cette quantité-là, des fois, les manufacturiers d'équipements, ils achètent des composantes sur le marché international sans nécessairement savoir quelles sont les substances dedans. Et lorsqu'ils livrent en Europe, ils peuvent se retrouver avec des composantes qui contiennent, par exemple, des substances qui devraient être déclarées, comme le cadmium, par exemple, ou comme le chrome hexavalent, comme les nonylphénols ou bien d'autres. Et le fait de ne pas déclarer, c'est un problème de conformité qui est quand même très important en Europe. Dernier cas, c'est les substances non conformes qui sont présentes dans les produits de maintenance. Par exemple, vous allez dans l'équipement, il peut y avoir des composantes électroniques, ce qui est souvent le cas aujourd'hui. Et ces composantes-là, elles seront achetées sur le marché international. Des fois, elles manquent, soit elles contiennent des substances qui ne sont pas conformes, soit des fois, elles manquent les logos CE pour certifier du fait qu'elles ne contiennent pas les substances restreintes. En conclusion, en fait, les exportateurs doivent donc assurer un contrôle de substance dans chaque sous-composante du produit, que la composante soit produite par eux-mêmes au Canada ou ailleurs, ou qu'elle soit fournie par un de leurs fournisseurs. Maintenant qu'on a vu un peu quelques exemples de la non-conformité, mais aussi des défis, finalement, on peut se demander, mais quelles sont les conséquences? Et à ce titre-là, nous avons dédié un article de blog en fait qui est assez recherché et fouillé, et puis on vous invite à le regarder sur notre blog. Je vous donne ici juste un bref aperçu. Donc, en tête de liste des conséquences, bien sûr, on a les pénalités d'ordre administratif ou encore pénal qui pourraient être encourues par les exportateurs ou par leurs clients, dépendamment des cas. Mais en plus, on va avoir des conséquences plus financières ou des pertes opérationnelles. Ça, par exemple, c'est le cas lorsque des marchandises la livraison des marchandises est retardée ou bloquée aux frontières parce qu'il manque, comme on disait tout à l'heure, des documents qui attestent la déclaration de cette substance ou parce que on pense que l'équipement ou les produits chimiques contiennent des substances qui sont restreintes, ou alors suite à des problèmes dans le passé, on peut avoir une réputation négative de la marque qui s'installe. Ça, c'est beaucoup plus le cas pour les produits de consommation, peut-être, qui va diminuer les ventes, qui va diminuer les ventes. Je cite ici en bas, justement par rapport à ce cas-là, je cite un cas historique de non-conformité aux substances réglementées que Sony a rencontré il y a quelques années. En effet, une de leurs produits, une console PlayStation, a été trouvée. On a remarqué que dans un des câbles de cette console-là, la quantité du cadmium qui était présente était non conforme avec les requis en vigueur à cette date-là. De ce fait, l'ensemble des livraisons a été gelé vers l'Europe et la compagnie a dû reprendre ses produits, remplacer les câbles défaillants ou non conformes plutôt, et ensuite devoir revenir puis lutter aussi avec la mauvaise réputation qui s'était installée entre-temps
Euh, toute cette, toute cette situation a causé à Sony une perte d'environ 150 millions de dollars selon les estimations des Nations Unies par rapport à ce cas vraiment historique. Il y a aussi des cas moins importants, mais souvent ce qu'on voit, c'est que le coût global de la non-conformité va dépasser les investissements nécessaires pour faire une vérification préalable et pour s'assurer vraiment de la conformité. Donc, maintenant, j'aimerais passer et vous partager peut-être quelques dernières nouvelles que qui sont disponibles pour ceux qui ne sont pas tellement au courant des avancements de la réglementation européenne. On pense que ça pourrait vous donner une certaine perspective. Donc, d'abord, la première, ça concerne surtout les producteurs exportateurs de substances chimiques. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les substances chimiques importées en quantité plus élevée qu'une tonne par an doivent être préenregistrées avec les autorités européennes avant mai 2017 pour éviter des risques de perturbation des activités plus tard. Parce que, en fait, à partir de mai 2018, il ne sera pas autorisé d'importer en Europe des substances qui n'ont pas été préalablement enregistrées avec REACH. Donc, ces exportateurs de produits chimiques doivent s'assurer d'ores et déjà, on est déjà à la limite finalement du délai accordé, mais ils doivent s'assurer le plus rapidement de l'enregistrement correct de leurs substances pour s'assurer de pouvoir continuer à les importer en Europe à partir de l'année prochaine. Un autre développement récent, c'est la modification du guide REACH qui concerne les biens manufacturés. Ça, c'est vraiment important parce que ça affecte un grand nombre des exportateurs, notamment les exportateurs d'équipements et donc du bien manufacturier. REACH, en temps normal, c'est une réglementation qui demande la divulgation des substances de la liste des candidats qui sont présentes au-delà de 0,1% en poids dans un produit manufacturé. Antérieurement, on interprétait ce requis-là comme étant que la concentration des substances devrait être calculée et déclarée au niveau du produit final. Par contre, depuis quelques temps, récemment, on a changé l'interprétation. C'est en fait la Cour de justice européenne qui a jugé que les concentrations de substances devraient être calculées et déclarées pour chaque sous-composante d'un produit. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour les sous-composantes. Et par rapport à ce changement de réglementation, on a aussi une mise à jour du guide d'exigence qui est vraiment très intéressant et important à lire pour les exportateurs d'équipements parce que ça met en place de nouvelles façons de faire qui vont peut-être nécessiter à cause desquelles certains exportateurs canadiens sont obligés de mettre à jour leurs déclarations de substances qui sont contenues dans leurs produits. C'est le genre de travail que nous avons déjà fait à plusieurs reprises, que ce soit dans l'industrie aéronautique ou avec d'autres manufacturiers. C'est vraiment quelque chose qui est, on va le voir tout de suite, qui est de plus en plus important en Europe parce qu'il y a un contrôle accru de conformité en ce qui concerne les biens manufacturés. En effet, en 2017, on va peut-être voir que certains produits canadiens seront soumis à plus de contrôle de conformité, et notamment aux douanes. Voilà, donc en ayant fait ce tour du contexte, mais aussi des requis, on est rendu un peu à parler, à discuter quelles sont les meilleures pratiques. C'est sûr que chez Groupe Conseil Carbone, c'est vraiment le noyau de notre expertise, c'est les meilleures pratiques et comment on peut aider les entreprises gérer les risques et s'assurer
s'assurer d'être proactif par rapport aux requis qui s'en viennent. Donc, basé sur cette expertise, on voit qu'il y a 3 axes principaux. D'abord, et selon nous, c'est la meilleure façon à faire, c'est de commencer par vos clients, comprendre vraiment comment ils utilisent vos produits et quelles infos les clients nécessitent-ils de vous par rapport à leurs requis environnementaux. Certains des clients, ils sont déjà proactifs, ils vous ont déjà peut-être posé ces questions, mais d'autres, ils sont peut-être moins proactifs. Et le fait de leur poser cette question peut vraiment les aider à bien prendre en compte leurs propres contraintes et requis. Un deuxième axe important, c'est de savoir faire le ménage chez soi, c'est-à-dire faire un inventaire des substances chimiques utilisées en entreprise, que ce soit des lubrifiants, que ce soit des traitements de surface, des peintures, l'ensemble de choses qu'on utilise pour faire un produit, que ce soit un produit chimique ou un produit manufacturé, et s'assurer que toutes les fiches de sécurité sont à jour par rapport à ces substances-là. Ensuite, faire une estimation des quantités de substances chimiques qui restent dans le produit final. Et dernièrement, faire une analyse des risques à l'exportation liés à ces substances chimiques qui sont sur le produit final. Est-ce que les substances sont interdites ou est-ce qu'elles sont en voie d'être restreintes là-bas? Est-ce que ça affecte la fabrication? Est-ce qu'on doit changer le design de notre produit, etc. Ça, c'est des exemples de questions qu'il faut se poser à ce niveau-là. Et dernier axe, vraiment, c'est la chaîne d'approvisionnement, les fournisseurs. Souvent, comme je disais, les requis ne s'appliquent pas juste sur ce qu'on contrôle chez soi, les pièces qu'on manufacture chez nous, mais aussi ça s'applique sur les pièces achetées des fournisseurs. Donc, c'est important de comprendre quelles sont les substances chimiques présentes dans ces produits-là et aussi d'analyser les risques liés à ces substances chimiques de la chaîne d'approvisionnement pour vous. Parce qu'on s'entend que lorsqu'on a une chaîne d'approvisionnement notamment complexe, on peut voir un effet domino. Une restriction chez un fournisseur peut causer une interruption de production chez vous. Donc, lorsqu'on fait de la gestion de risque, on essaie d'implémenter ces 3 axes-là. Et pour vous donner des exemples pratiques, par exemple, l'industrie aéronautique se veut très proactive par rapport à ces requis-là. C'est pour ça qu'on développe depuis quelques années un standard international développé par l'International Aerospace Environmental Group, un standard qui a pour but de faciliter le suivi des substances chimiques dans la chaîne d'approvisionnement aéronautique. En fait, les principaux équipementiers ainsi que les fournisseurs veulent savoir l'ensemble des substances qui font partie des produits, de leurs produits et qui leur proviennent de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir vraiment comprendre quand est-ce qu'on a des problèmes de conformité ou quand est-ce qu'on a des problèmes d'approvisionnement liés à des restrictions de substances. Un autre exemple plus près de chez nous, c'est l'autorisation, c'est un cas d'autorisation sous REACH. Donc, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est. Il s'agit de Dominion Color Corporation. C'est un manufacturier canadien de produits chimiques qui, il y a quelques années, grâce à sa veille réglementaire, a identifié que certains de ces produits sur le marché européen vont être restreints. Lors de l'analyse de risque, ils ont compris qu'il y a une opportunité de demander une autorisation spéciale des autorités européennes. Ce qu'ils ont fait, ils ont construit le dossier pour l'autorisation. Et suite à ces démarches, on a réussi à obtenir une autorisation. DCC a obtenu l'autorisation et en fait aujourd'hui c'est la seule entreprise autorisée à commercialiser les 2 produits chimiques dont je parlais dans l'Union européenne. Et tout ça, c'est grâce au fait qu'elle avait déjà implémenté l'ensemble des bonnes pratiques. Et on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que ça aurait
et quel aurait été le cas si ils n'auraient pas fait vraiment ces implémentations-là. Donc, en conclusion, on est aujourd'hui face à l'accord de libre-échange du Canada. On a d'un côté l'opportunité d'un côté l'occasion de profiter des nouvelles opportunités d'affaires, mais aussi on a cette situation-là où on peut être pénalisé par les exigences accrues du marché en termes d'environnement. Donc, en ce qui concerne les opportunités, on a vu qu'on a l'élimination des droits de douane, on a la facilitation du commerce, mais aussi on a accès à des nouveaux marchés. Par contre, on a des exigences environnementales élevées, on a une augmentation de contrôles environnementaux sur les biens d'importation et on a plus de produits chimiques conventionnels réglementés ou restreints. Donc, dans ce contexte, la gestion environnementale proactive, elle devient la clé finalement pour tirer pleinement parti des opportunités de l'accord de libre-échange. Et je pense que sur cette idée-là, je vais passer la parole à mon collègue Jean, en espérant tout de suite répondre à vos questions. Merci Jean. Ben, merci beaucoup Alex. Franchement, c'était très instructif, c'était très précis surtout et assez complémentaire là, dans le questionnement qu'on se fait. C'est sûr qu'avec le nouvel accord de partenariat, il y a beaucoup d'opportunités pour les fabricants, les organisations, mais comme tu l'as mentionné, il y a plusieurs facteurs à risque, plusieurs facteurs à tenir en compte. Entre autres, la réglementation, elle change constamment. Donc, on voit que c'est important d'être à l'affût de ces nouvelles règles parce que je pense que l'exemple de Sony, mais on en a plusieurs, ont démontré que ne pas vraiment prévoir ces changements ou ne pas s'adapter aux changements assez rapidement peut avoir des conséquences assez désastreuses d'un point de vue financier, d'un point de vue investissement. Mais non seulement d'un point de vue investissement, puis moi je le dis souvent aux entreprises, d'un point de vue aussi de la perception de l'image et aussi de la compétitivité, parce qu'une entreprise qui fait affaire avec votre organisation et puis qui malheureusement se voit refuser l'arrivée d'un envoi, par exemple, de marchandises à cause de cette réglementation-là, ben, finalement, ça ne donne pas beaucoup de crédit à l'entreprise. Il faut l'éviter à tout prix. Hein, c'est déjà tellement difficile de rentrer dans des marchés que si en plus il y a cette réglementation-là qui stoppe et puis qui nous met des barrières des bâtons dans les roues, ben, franchement, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire de la commercialisation au niveau international. Alex, tantôt, parlait de l'article de blog, donc je vous invite aussi, on vous enverra un petit, aux auditeurs, aujourd'hui, on vous enverra un petit suivi où on a un article de blog en français sur la réglementation environnementale. Et naturellement, on peut vous aider là, à naviguer parmi tous les risques de réglementation environnementale qu'on connaît et on peut naturellement faire l'évaluation pour vous. On va passer sans plus attendre à la période de questions. Donc, il y a plusieurs questions aujourd'hui. Et la première question, je vais essayer de prendre tout de suite le lien, juste une seconde. Elle vient oui, juste ici. Donc, la première question, et je cite, « Si mes produits sont conformes aux réglementations environnementales canadiennes, est-ce que je peux présumer qu'ils sont aussi conformes aux lois européennes? » Alex, est-ce que tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Oui, donc très rapidement, en fait, comme on avait un peu évoqué au long de la présentation, il y a des différences assez grandes entre la façon d'approcher la réglementation environnementale au Canada et en Europe, notamment le principe de précaution en Europe est beaucoup plus appliqué et puis plus important. C'est pour cela que beaucoup de substances chimiques qui sont encore autorisées au Canada sont restreintes, indésirables ou autrement mises sur une espèce de liste noire en Europe. Si vous voulez savoir plus, donc comme on disait, notre article sur le blog va plus en détail sur ces aspects-là. On vous invite de voir, mais en gros,
On ne peut pas conclure que si on est conforme à la réglementation canadienne, on ne peut pas conclure qu'on est aussi conforme aux lois européennes. Il faut faire une analyse plus poussée. Et comme Jean le disait, c'est le genre de travail où on peut accompagner des entreprises. Donc, une autre question, mon Dieu, il y en a quand même pas mal, donc je ne sais pas si on va réussir à y passer. Ici, quelles sont les pertes financières potentielles causées par la non-conformité? D'accord. Donc, ça renvoie à mon diapo sur les conséquences. Donc, on évoquait les pénalités. Au niveau des pénalités, il y a des grandes différences entre l'Europe enfin, entre les différents pays de l'Europe. Certains pays vont jusqu'à des millions d'euros de pénalités, dépendamment de la sévérité. D'autres sont un peu moins, les sommes sont un peu moins importantes. Mais peut-être ce qui est à retenir, c'est que lorsque vous avez un produit qui est commercialisé dans plusieurs pays différents en Europe, s'il y a de la non-conformité à la loi européenne, et ben, cette non-conformité elle sera finalement jugée dans chacun des pays où votre produit sera commercialisé. Et ça aussi, ça fait un effet multiplicateur finalement des problèmes qu'on peut rencontrer. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, à ajouter, Alex, sur cette question, c'est que les pertes, quand on dit financières, ce n'est pas souvent des pertes directes, ça peut être aussi des pertes pour l'entreprise indirecte. On en parlait tantôt. L'entreprise perd au niveau de, par exemple, la compétitivité, l'image, c'est des pertes financières indirectes qui, à long terme, les affectent parce qu'ils doivent naturellement réinvestir pour retravailler cette image ou encore retravailler leur chaîne de valeur, leur chaîne de distribution et leurs clients. Donc, c'est des pertes quand même importantes qu'il faut tenir en considération. Une autre question ici, mes fournisseurs m'ont informé que les sous-composants de mon produit sont conformes à REACH. Est-ce que je peux conclure que mon produit final sera conforme à tous les règlements environnementaux de l'Union européenne? OK. Donc, effectivement, c'est une bonne question. Quand on a un fournisseur qui nous envoie des informations, c'est déjà une situation très, très, très positive. Et c'est sûr que c'est un élément clé pour satisfaire à vos propres besoins et devoirs de vérification. Néanmoins, malgré le fait qu'on a un certificat de conformité à REACH, pour savoir vraiment si le produit, lui, il est conforme avec l'ensemble des règlements européens, il faut encore une fois regarder un peu plus en détail. Par exemple, on peut avoir de la conformité REACH, mais le produit il peut contenir une substance biocide qui, elle, n'a pas été encore enregistrée en Europe, ce qui le rendrait non conforme avec ça, ou il pourrait y avoir encore d'autres clauses. Donc, comme on disait plus tôt, c'est vraiment l'analyse elle est un peu plus poussée. L'Europe est un cas assez unique en termes de complexité des règlements et comment ils se chevauchent les uns aux autres. Donc, on ne peut pas sauter aux conclusions trop facilement. Alors, peut-être une dernière question. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est en ligne. On a dépassé un petit peu le temps. Il y en a plusieurs, donc on va en prendre une ici au hasard. Les règlements environnementaux européens semblent très compliqués. Nous sommes hésitants à exporter là-bas. Quel est votre avis? Bon, c'est quand même assez général. Qu'est-ce que tu en dis, Alex? Oui, c'est sûr que on va pas pouvoir se prononcer rapidement sur est-ce que c'est pas la peine ou c'est la peine d'aller là-bas. Par contre, donc selon la plupart des gens, on va dire, l'accord de libre-échange, comme on a vu, va augmenter des opportunités d'affaires. Je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Pour notre part, nous sommes confiants que l'adaptation aux règlements environnementaux peut se faire assez à moindre coût et que ça ne devrait pas être une barrière finalement pour vos plans d'affaires. On a déjà, nous, on a quand même de l'expérience là-dedans. On a déjà réussi à faire à implémenter un système de gestion environnementale pour certains exportateurs, quasiment sans beaucoup de coûts supplémentaires par rapport
aux procédures qu'ils avaient en place. Il s'agit vraiment et c'est là où notre valeur ajoutée, c'est de bien comprendre la situation actuelle et faire une analyse je dirais gap analysis, je sais pas, une analyse de différenciation. Ouais. Bon, aujourd'hui, mon français m'a… Très bien, ouais. ton français te sert bien aujourd'hui. Merci beaucoup, Alex. Écoute, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Juste un rappel, nous avons sur notre site un accès au blog. Donc, il y a des articles de blog intéressants qui peuvent naturellement vous intéresser d'un point de vue de la réglementation environnementale ou autre sujet. Nous avons aussi, vous pouvez vous enregistrer pour notre newsletter, notre infolettre. Donc, on vous informe un peu des activités qu'on fait, mais aussi des nouvelles. Alors, on met les articles de blog dessus, mais aussi on vous indique des activités qui pourraient être susceptibles de vous intéresser d'un point de vue des conférences ou encore des changements, des modifications au niveau de la réglementation. On a cette capsule webinaire qui va être sur notre site. Donc, on a l'habitude de mettre les capsules directement sur notre centre d'information. Donc, c'est un centre de capsules, si on veut, ou encore de webinaires. Et puis, où vous pouvez faire les téléchargements de ces derniers. Donc, vous pouvez les distribuer même à l'interne ou à l'externe. Et tout ce qui est questions et réponses vont vous être envoyés d'ici peu, donc soit aujourd'hui ou demain. Vous allez recevoir le reste des questions avec des réponses, et en plus des réponses du suivi que Alex a bien voulu faire aujourd'hui pour vous. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation en si nombreux nombres. Finalement, il y a quand même beaucoup d'intérêt. Et on te remercie beaucoup, Alex, d'avoir participé avec nous et en espérant te revoir sous peu. Merci beaucoup, oui, ça m'a fait plaisir.